Très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, aujourd'hui, en tout cas, je suis venu partager un message que je trouvais très important parce que je trouve que vraiment nous avons la nécessité. Donc moi, j'exigerai en tout cas à la communauté internationale de combler le fossé entre les pays riches et les pays pauvres. Parce que je trouve que c'est très important au jour d'aujourd'hui, vu la mondialisation, vu tout ce qui se passe maintenant à travers le monde. Je souhaiterais en tout cas que nous puissions vraiment faire un effort, nous, en tant que leader, de commencer déjà à mettre de pression, à faire des pressions vers les décideurs de ce monde, vers ceux qui ont des influences vraiment pour apporter un changement voulu en temps voulu, pour que on puisse vraiment apporter des changements et qu'il y ait un peu l'équilibre. L'équilibre mondial, parce que je trouve qu'il n'y a rien comme équilibre mondial. Voilà pourquoi j'exige à la communauté internationale de combler le fossé entre les pays riches et les pays pauvres. Je dis cela pourquoi. Voilà pourquoi ce sont des idées que je veux pouvoir développer avec vous, vous qui me suivez, en vue de réaliser ma vision pour une société plus juste et plus universelle, avec une égalité de chances, de fossé entre des pays pauvres et les pays riches. J'aurais besoin d'exhorter les gens d'adhérer à un vent nouveau allant dans le sens du renouveau, en vue de voir un changement réel et pragmatique compte tenu des enjeux de l'heure, notamment avec la crise économique et la récession qui battent leur plein mondialement parlant. Cela reviendrait à quoi? Écoutez d'abord. Les pays soi-disant riches ou développés appelés autrement grandes puissances, ont puisé la plupart de leurs richesses dans la traite négrière, à travers l'esclavagisme, ça vous le savez, la colonisation, le partage continu et soutenu ou la balkanisation de certains États d'Afrique et du monde en sous-États en vue d'élargir de plus en plus la notion d'un seul peuple ou d'une seule nation. La politique de l'apartheid, l'immigration choisie et voulue par les grandes puissances exclusivement pour leurs intérêts d'abord. Pas pour les intérêts des autres nations, mais pour les intérêts d'abord des grandes puissances. Le racisme profond et enraciné continue de l'Occident envers les Africains pour les maintenir dans une situation du statu quo, où rien ne bouge et rien ne change jusqu'à leur gré. Voilà pourquoi je me pose plusieurs questions que je n'arrive pas encore à trouver des réponses appropriées concernant même cette politique qui ne dit pas son mot, qui ne dit pas son nom, mais détermine en quelque sorte la domination d'une fraction des États contre d'autres États pour les assujettir à jamais. En effet, nous venons de très loin. Et pour une vision aussi lointaine, il est impératif de combler le fossé ou vide ou encore l'écart ou la distance ou le mur de séparation entre les pays riches et les pays pauvres dorénavant. Nous avions affaire à deux Allemagnes à l'époque, avant l'année 1989. De l'écroulement du mur de Berlin, de la suppression des frontières européennes en vue de faciliter le libre mouvement des peuples et des biens, etc., de l'avènement de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le monde évolue vers l'avant. Nous constatons et nous remarquons que certains pays européens, dans certains pays européens, les gens sont vraiment, les gens sont et doivent être payés ou rémunérés en vue de survivre et de pallier à leurs besoins de base quotidiennement parlant. Tandis qu'en Afrique, c'est tout autre chose. Personne ne paye, mais personne n'est payé. Mais c'est grave. Personne n'est payé. Même dans le chômage, personne n'est payé. On n'est même pas payé. L'emploi n'y est pas. L'emploi est vacillant. Donc c'est ce qui est grave. C'est ce que moi je trouve grave. Et très grave. Et si on demande la question aux autorités africaines, notamment à nos leaders, à nos présidents, mais qu'est-ce qui fait que
les conditions au niveau de l'Occident, au niveau de l'Europe sont bien meilleures par rapport aux conditions ici en Afrique, ils n'arrivent même pas à nous répondre. Ils nous répondent à travers des paraboles disant ceci, cela. Pendant plus d'un siècle, les dirigeants, la plupart africains, se sont érigés en criminels institutionnalisés, accrus, compte tenu de cette violation flagrante d'un droit de l'homme le plus élémentaire, ainsi qu'humanitaire, qui est celui d'un revenu uniforme à tous et universel en même temps à tous. Cela doit être amené à changer et doit changer radicalement. Parce que nous ne pouvons pas continuer à permettre que ces politiques-là puissent être maintenues, la politique de pauvreté. On veut bien, on prône que d'ici 2020, on va éradiquer la pauvreté, on va faire ceci, on va faire cela, mais allons-y voir, c'est un piège quelque part. Et d'autre part, on nous dit que la démographie galopante africaine est un danger pour l'Europe, pour les Occidentaux. Mais moi, je dirais quoi? Moi, je dirais par contre que la croissance démographique africaine est un atout majeur pour l'Afrique. Je vais développer mes idées pourquoi je le dis. Historiquement, la traite esclavagiste des Portugais à l'ouest et celle des Arabo-Swahili à l'est a considérablement vidé le territoire, parlant du Congo par exemple. Pas seulement du Congo, mais même de l'Afrique. Le régime de Léopold II a conduit à des massacres de grande échelle, de grande ampleur et a encore plus diminué la population. L'État indépendant du Congo d'alors comptait environ 20 millions d'habitants en 1885. Après 23 ans des tutelles de Léopold II, en 1908, le pays ne comptait plus que 10 millions d'habitants. Cela a enduré très largement plus de 10 millions, sera enduré très largement plus de 10 millions de morts avec l'augmentation naturelle de la population. Selon les calculs prenant en compte les évolutions et conditions de l'époque, l'État indépendant du Congo aurait dû avoir en 1908 entre 25 à 30 millions d'habitants. Ce n'est qu'avec la crise de 1929 et la fin de la Seconde Guerre mondiale que la population commence à augmenter rapidement. Mais le Congo belge comptait 13,5 millions d'habitants en 1930 et 14,7 millions d'habitants à l'indépendance, soit le 30 juin 1960. Durant la guerre interafricaine, une guerre menée principalement par le Rwanda et l'Ouganda, qui a conduit à une grave crise économique, prélevant les richesses du sol et du sous-sol congolais, coltan, uranium, calcium, cassitérite, cardium, ainsi de suite, où on a eu comme conséquence entre 1996, donc 96 à nos jours, plus de 12 millions de morts. Les agresseurs ont utilisé notamment le viol comme arme de guerre pour déstructurer la société congolaise sur ses bases. Il y aurait eu plus de 2 millions de femmes violées, selon le docteur Mukwege lors de son passage à Paris en 2013. C'est le conflit le plus meurtrier au Congo depuis l'esclavage, la traite négrière et les deux guerres mondiales. Comme vous pouvez le remarquer, très chers amis, la colonisation est une expression utilisée dans différents contextes, mais toujours dans le sens du peuplement et de l'occupation d'un espace. À l'origine, il s'agissait de décrire des processus historiques et de faits qui ont varié au cours de l'histoire. Cependant, la biogéographie du XIVe siècle a utilisé le terme pour décrire ce type de relation de tout être vivant dans son milieu naturel, notamment les animaux, les plantes et les micro-organismes. Un autre sens est l'action de mise en tutelle d'un territoire moins développé et peu peuplé par les ressortissants d'une métropole. Le but pouvant être de l'occuper et d'en exploiter les richesses. En pratique, les processus de colonisation ont pu être de caractère économique, politique, militaire ou culturel, ou se manifester d'une autre manière.
voire se développer de manière violente ou pacifique. La colonisation, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, la colonisation fut un processus d'expansion territoriale et démographique qui se caractérisait ou qui se caractérise par des flux migratoires se déroulant sous la forme d'une migration, d'une occupation plus ou moins rapide, voire d'une invasion brutale d'un territoire. Dans ses formes les plus extrêmes, la colonisation peut s'accompagner d'une marginalisation, d'une réduction et, dans le cas le plus féroce, des massacres ou des génocides de populations autochtones, comme vous l'avez remarqué à l'époque coloniale au Congo. Donc la colonisation peut avoir pour but l'exploitation d'avantages réels ou supposés, matières premières, main-d'œuvre, position stratégique, espace vital, etc., d'un territoire au profit de sa métropole à travers l'État qui taxe soit ses colons, soit les sociétés exploitant les ressources minières et autres. Les arguments avancés par les colonisateurs pour motiver la colonisation sont souvent le développement de la civilisation ou la mission civilisatrice. Ceci conduit à la création d'infrastructures qui restent en place après la fin de la colonisation, l'exploitation d'un espace géographique, la mise sous tutelle, et suivant le cas, la domination économique, politique, culturelle, voire religieuse. La colonisation sert alors indirectement des intérêts étatiques ou privés, mercantiles et peu portés sur les valeurs. Voilà pourquoi, très chers amis, très chers internautes, moi je développe mes idées en disant que les Européens ou les Occidentaux nous provoquent des guerres un peu partout à travers, un peu partout en Afrique, d'où jaillissent les crimes de guerre, des génocides, de crimes contre l'humanité à grande échelle pour essayer soit de contrôler au plus tôt nos terres, nos minéraux, etc., alors que chez eux, en Europe ou ailleurs, ils assurent la libre circulation de leurs citoyens. Chez nous, ils nous forcent à nous diviser, à nous balkaniser à travers des concepts de bidons, disant qu'il faut respecter les frontières héritées de la colonisation, machin. C'est vraiment regrettable, quoi. Les guerres répétitives et incessantes usant du viol comme arme de découragement des camps adverses a causé d'énormes dégâts sur la population civile, pratiquée par tous les groupes armés, comme vous le savez, dans l'est de notre pays, les Hutus, les Maïmaï, les Rwandais, les Congolais, tout ça, les M23, depuis des dizaines d'années, et sur toutes les tranches d'âge, des bébés de 18 mois ont été décomptés parmi les victimes. Ce phénomène cause d'importants problèmes sanitaires et a touché au moins 500 000 victimes depuis 1996. Aujourd'hui, on va nous dire que non, la démographie galopante de l'Afrique est un danger pour l'humanité, est un danger pour les Européens, tout ça. Mais c'est faux. C'est absolument faux. C'est faux. Voilà pourquoi, eux, pendant la colonisation, vous savez, par exemple, la colonisation du Congo, notre pays, a duré plus de 3 siècles. Pendant ces 3 siècles, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu des crimes, des génocides, il y a eu des massacres de populations, d'extermination des populations. Il y a eu pas mal d'histoires qui se sont passées. Et toutes ces populations, des fois, elles se sont volatilisées. Ces populations ont disparu. D'autres sont décédées dans des conditions vraiment inhumaines. Et aujourd'hui, que peut en tout cas faire la femme africaine? La femme africaine doit absolument remédier à cette lacune-là de peuplement, en peuplant et en repeuplant les terres africaines, afin que nous puissions avoir notre main-d'œuvre apportée pour amener le changement voulu et pour transformer, pour construire de nouvelles infrastructures pour tous les Africains. Voilà pourquoi il faut que les Africains s'unissent autour d'un idéal, autour d'un idéal, qu'ils puissent s'unir ensemble pour travailler ensemble, pour se développer. Allant des idées comme Kadhafi, les États-Unis d'Afrique, il faut s'unir. Nous n'avons pas d'autre choix, nous n'avons pas d'autre solution que de nous unir, de faire vraiment barrer
le chemin aux frontières, tout ça et tout ça, ça retarde les gens. Ça retarde les gens. Ne voyez-vous pas que ça retarde les gens? Car, comme vous le savez, personne ne choisit d'être réfugié ou migrant en Europe ou ailleurs. Comme vous le savez, le monde aujourd'hui tel que nous le voyons, selon certaines nations qui siègent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, ayant le droit de veto en constance, voudriez que nous le voyons ainsi, mais nous oublions que les réfugiés ou les migrants n'ont pas et ne peuvent en aucun cas de figure choisir où aller, car ils sont victimes de bombardements, de guerres, des conflits armés provoqués, montés et fomentés de toutes pièces pour que ces derniers, c'est-à-dire les réfugiés et les migrants, volent comme des oiseaux, marchent comme des marathoniens, voyagent comme des voyageurs afin qu'ils puissent se retrouver dans une situation ou un environnement de ne plus rentrer chez eux. Donc une situation de non-retour parfois. À qui donc profitent tous ces exodes massifs mondiaux voulus et entretenus par certaines, certaines soi-disant grandes puissances? Voilà où la réforme du Conseil de sécurité s'avère incontournable et inévitable pour un équilibre de représentation des différentes régions mondiales et mieux relever les défis mondiaux auxquels nous faisons face aujourd'hui, comme le terrorisme, les crimes les plus graves comme le crime contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide, viols, violations sexuelles, etc. etc. Courageux si furent-ils, je ne saurais le dire, ni le confirmer, tous ces gens qui, au risque de leur vie, se retrouvent forcés de tenter même l'intentable aventure de traverser la mer Méditerranée entière pour se retrouver soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique et ailleurs. Ces gens jadis, partout où qu'ils se retrouvent, ils ne veulent et ne peuvent jamais perdre espoir de recouvrir un lendemain meilleur. Malheureusement, je disais, nous ne cesserons de le dire que l'Afrique ou le continent africain a besoin de jeunes leaders afin de faire sa défense sur tous les plans. Malheureusement, tous ces jeunes leaders sont victimes de chômage, sont victimes d'arrestations arbitraires, sont victimes de disparitions forcées, de kidnappings, des dictatures, des naufrages avec des bateaux d'infortune afin de se retrouver dans les continents européens, qui, en retour, commet des crimes abominables et en les refoulant sans raison valable. Alors, pour mettre fin à tous ces problèmes, il faut que les dirigeants africains prennent leurs responsabilités en créant du travail sur place pour garder leur main-d'œuvre afin d'assurer leur propre développement sans se faire des utopies, que ce sont soit les Européens qui vont ou peuvent venir développer le continent africain à travers leur mission des multinationales, qui est une pure fiction à mes yeux et une utopie. C'est une utopie. Et qui ont, pendant la colonisation, pendant plus de 3 siècles, ils sont venus commettre tous ces exactions-là que je vous ai cités tout à l'heure, les crimes de génocide et tout ça. Vous croyez qu'ils vont encore venir pour vous aider à construire ça? C'est à vous-même. Donc les migrants commencent à constituer une charge énorme pour les États d'accueil, la plupart européens, qui non seulement étouffent les États victimes des conflits armés, des guerres provoquées et montées de toutes pièces, mais continuent de geler et de freiner, de gêner même ces populations qui arrivent bredouilles, manquant presque de tout, en les contrôlant comme des petits-enfants et en font comme bon leur semble, car ils peuvent même leur refuser à manger, à boire, ou loger, voire même où travailler. Donc la situation devient de plus en plus indésirable pour tout le monde. La solution, c'est que les dirigeants africains, vous devez prendre vos responsabilités entre vos mains. Que ça en est des trop. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut créer de l'emploi sur place. Il faut créer la stabilité. Il faut faire régner la paix dans vos pays d'origine. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas beaucoup de choses. On ne vous demande pas de miracles.
On ne vous demande pas des miracles. On ne vous demande pas des miracles, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez. On ne vous demande pas des miracles. D'où ce que j'avais dit là, comme le souhaitait le défunt Muammar Kadhafi, les États-Unis d'Afrique doivent être créés. C'est très, très, très important. Il faut créer une seule armée africaine, un seul gouvernement africain. Il faut créer les États-Unis d'Afrique. C'est très, très important. Voilà pourquoi, pour cette occasion, j'ai voulu en tout cas passer en revue toutes mes idées que j'avais à développer aujourd'hui. Et je crois que dans les jours qui viennent, nous allons encore une fois développer d'autres thèses, d'autres idées concernant les responsabilités que nos dirigeants africains doivent prendre absolument. Parce que la jeunesse africaine d'aujourd'hui et de demain et d'après-demain a besoin vraiment de dirigeants qui savent prendre leurs responsabilités, qui savent créer des emplois sur place, qui savent vraiment créer des conditions propices à leur existence. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup afin que, en tout cas, les dirigeants africains prennent leurs responsabilités, afin qu'ils puissent améliorer les conditions existentielles de leur population, là où ils vivent dans leur milieu ou leur espace habituel. Voilà pourquoi je vous remercie pour le moment que vous avez choisi pour suivre cette tranche de réflexion que j'ai voulu en tout cas développer avec vous aujourd'hui. Je vais vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres tranches de réflexion pour essayer un peu de nous donner toujours des idées, de nous échanger pour que nous puissions mieux entrevoir l'avenir et le futur de tout un chacun de nous. Je vous remercie beaucoup.